Chers collègues, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir de vous accueillir aussi nombreux malgré les tempêtes et d'autres problèmes. D'abord la crise sanitaire, maintenant les tempêtes. Il y a toujours quelque chose, mais vous avez réussi quand même de venir ici pour le colloque de rentrée du Collège de France qui peut heureusement se tenir en présentiel et qui s'inscrit dans une réflexion du Collège de France sur l'Europe. Cette réflexion, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle a débuté avec la création d'un cycle Europe, inauguré au printemps, et qui nous a permis d'inviter déjà deux spécialistes de l'Europe, de sa construction, de son identité. D'abord Luc van Middelaar et ensuite Ivan Krastev. Ce dernier a d'ailleurs donné sa dernière conférence il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine de jours. La réflexion européenne du Collège de France s'est poursuivie ensuite par l'inauguration d'une chaire annuelle en partenariat avec le ministère de la Culture, l'invention de l'Europe par les langues et la culture, dont le premier titulaire, l'écrivain et essayiste Alberto Manguel, a prononcé sa leçon inaugurale, ici même, le 30 septembre. Je voudrais aussi rappeler, vous le savez peut-être, qu'il y avait une chaire européenne qui a été créée pour 3 ans en 2016. Et donc, aujourd'hui et demain, nous allons nous réunir pour aborder et approfondir notre réflexion sur l'Europe d'une manière interdisciplinaire, transversale, en faisant dialoguer des sciences humaines et sociales avec les sciences dites exactes. Bon, je ne veux pas discuter s'il y a des sciences exactes, c'est un autre sujet, mais c'est un peu l'idée de colloque de la rentrée, d'avoir ce dialogue, et aussi dialogue entre des professeurs du Collège de France et des collègues d'autres institutions. Je vais quand même commencer avec la Bible. Selon le récit biblique, le monde est peuplé, ou plutôt repeuplé, après le déluge, à partir des 3 fils de Noé, Sem, Cham et Japheth, qui, avec leurs femmes, deviennent les ancêtres des peuples connus par l'auteur de ce texte qu'on appelle parfois la Table des Nations, chapitre 10 de la Genèse, donc, qui peuple donc la terre à partir de la descendance de Noé. Alors Sem devient l'ancêtre d'un certain nombre de peuples du Proche et Moyen-Orient et a donné aux langues européennes le nom de sémites ou langue sémitique. Cham est le père de Mitzraïm. Mitzraïm, c'est l'Égypte. Et aussi d'autres territoires et peuples africains. Quant à Japheth est à l'origine des peuples au nord de Sem et de Cham, donc grosso modo les peuples qu'on avait l'habitude d'appeler indo-européens ou eurasiatiques. Japheth, dans la tradition chrétienne, on le trouve par exemple chez Saint Jérôme, devient l'ancêtre des peuples européens. On le voit également sur cette carte d'Isodore qui date de 623, publiée seulement au XVe siècle, imprimée plutôt. Et bien que le terme de japhétite ou japhétique ait été utilisé parfois par certains linguistes, notre continent ne s'est pas appelé Japheth. Notre continent a pris le nom d'un mythe grec, sur lequel nous allons entendre plus de détails dans la communication de William Marx, mais je voudrais juste rappeler que, comme tous les mythes, le mythe de l'Europe est multiple, divers, pas toujours cohérent, et qu'il met en scène un lien originel entre l'Asie et la Grèce. Je ne m'étendrai pas sur l'étymologie, parce que je crois que William va en parler. Je voudrais juste rappeler que le nom d'Europe s'applique dans les textes antiques à plusieurs personnages féminins.
Chez Hésiode, dans la Théogonie et Pindare, Europe est une déesse de la mer. Papha aussi, l'épouse de Poséidon. D'autres textes, à commencer par l'Iliade, la présentent cependant comme une princesse, la fille d'Agénor et Télépassa, souverain de Tyr en Phénicie. Et c'est cette dernière figure qui est à l'origine de ce mythe qui explique l'origine de l'Europe. L'enlèvement de cette jeune fille par Zeus, transformée en taureau blanc, et son union avec elle devient alors jusqu'à aujourd'hui le mythe convoqué pour tracer les origines de l'identité européenne. Vous avez ici la pièce de 2 €, donc grecque, qui se plaît à rappeler ce mythe d'Europe. L'utilisation géographique du terme apparaît, quoique de manière floue, à la fin du 8e siècle déjà avant l'ère chrétienne, dans l'hymne homérique à Apollon, au sujet de la construction d'un temple à Delphes. Et je cite, « pour ceux qui habitent le Grand Péloponnèse, comme ceux d'Europe et les îles saintes par les flots ». Alors bon, ça, je ne sais pas exactement ce que c'est l'Europe là, évidemment beaucoup plus restreint, ce que nous avons aujourd'hui. Et plus tard, c'est en quelque sorte une ironie de la réception. L'Europe va être utilisée chez Hérodote, Virgile et bien d'autres encore pour expliquer l'antagonisme entre l'Europe et l'Asie, alors que, selon le mythe, Europe est d'origine phénicienne, asiatique. Le mythe de l'enlèvement d'Europe appartient, selon l'helléniste Walter Burkhardt, au thème de la tragédie de la jeune fille, qui se trouve séduite par un dieu souvent métamorphisé et qui donne souvent naissance à des héros. Les aventures qu'on leur prête illustrent alors les rôles que la société grecque assigne aux femmes. Le mythe Europe reflète peut-être à l'origine des relations conflictuelles entre les îles grecques et la côte phénicienne. On y a vu des allusions aux invasions doriennes qui s'accompagnent du rapt des femmes de l'aristocratie phénicienne, mais cela reste très hypothétique et part de l'idée selon laquelle, et je ne suis pas convaincu par cela, mais cette idée selon laquelle les mythes doivent nécessairement avoir des fondements historiques. Toujours est-il que le mythe Europe a connu de nombreuses interprétations dans l'histoire de sa réception. L'enlèvement d'Europe apparaît tantôt comme un viol, tantôt comme un cortège nuptial. Et le rôle d'Europe peut également changer, tantôt victime et passive, tantôt consentante et attirée par la traversée et son nouvel environnement. Alors à quelle Europe ce mythe nous fait-il penser? À une Europe fondée sur la violence ou sur une volonté de se construire? Une volonté qui se caractérise par la ségrégation ou par l'ouverture, par l'accueil et la cohabitation des langues et des cultures. Le Collège de France bénéficie d'une longue tradition de réflexion et de débat sur l'Europe qui n'a eu de cesse d'occuper les professeurs et chercheurs du Collège de France. Au vu des crises économiques, politiques, migratoires et sanitaires qui ne cessent de séculer l'Europe et des appels fréquemment renouvelés à sa renaissance ou sa refondation, beaucoup de professeurs du Collège de France se sont montrés intéressés par l'idée d'engager le Collège dans ce débat sur l'avenir de l'Europe. D'ailleurs, le Collège de France a, depuis sa création en 1530, dans un contexte d'humanisme, toujours montré d'ouverture sur l'Europe, convaincu que la science, la recherche et la diffusion de la recherche ne connaissent pas de frontières. De nombreux professeurs et professeurs originaires de pays européens
ont enseigné et enseignent aujourd'hui au Collège de France. L'Europe n'a pas bonne presse ce jour-ci. On fustige fréquemment les lenteurs et les incompétences de l'Union européenne. Des discours populistes, élection présidentielle oblige, promettent le salut par une sortie de l'Europe et par le renforcement des identités dites nationales. Cependant, l'Europe et la construction européenne sont le seul avenir possible pour notre continent. Ce vœu d'une Europe plus géopolitique, plus stratégique, voire souveraine, exprimé depuis quelques années par de nombreux dirigeants, dont le président français et la présidente de la Commission, ne se traduit que difficilement dans les actes. Évidemment, cette construction n'est pas facile. Elle est compliquée, peut provoquer des frustrations et des tensions, mais elle est également porteuse d'espoir, c'est dont nous avons toutes et tous besoin. Mais avant de réinventer l'Europe, ne devrions-nous pas comprendre quand, où, comment et par qui elle a été inventée, et ainsi mesurer le champ des Europes ou de l'Europe à réinventer. Elle peut être celle-ci comme continent, région, civilisation, idée, un ensemble de valeurs et des droits, des langues, un mythe, un ordre ou une culture juridique, des institutions et un régime politique, différentes organisations internationales, un ensemble des techniques et des sciences, et bien d'autres choses encore. Notre colloque, vous ne lisez peut-être pas tout le programme, mais vous l'avez reçu. Donc notre colloque qui va s'ouvrir maintenant souhaite brosser un tableau très vaste dans la redécouverte de l'Europe et la question de son avenir. Nous allons traiter la question des langues, la construction de l'imaginaire européen par les arts, les politiques et les sciences. On abordera les inventions de l'Europe, existantes ou nécessaires, que cela soit au niveau de l'intelligence artificielle, de l'énergie, la physique, la biologie, de l'Europe de l'espace, ou plus généralement de la place de la recherche dans l'Europe existante et inventée. Mais il sera également question, et ça nous ramène aussi au mythe, de l'Europe et de ses voisins, de la Méditerranée, de la Russie, de la Chine, de l'Afrique. Et une dernière partie sera consacrée à l'Europe ou aux Europes à inventer, l'Europe sociale, l'Europe des biens publics et l'Europe de la défense. Permettez-moi de remercier mes collègues Samantha Besson, Edith Hurt, Stéphane Malla et William Marx qui ont organisé ce colloque à la fois nécessaire et passionnant. Je voudrais également remercier toutes les intervenantes et intervenants à ce colloque. Merci aussi à vous, cher public, d'avoir retrouvé le chemin du Collège de France, ici dans la salle ou derrière vos écrans. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque et je donne maintenant la parole à William Marx et à Edith Hurt pour l'introduction à ce colloque. Merci.